Quarantaine d'années que je suis sur le pont. Donc, ce n'est pas le MNS qui va changer quoi que ce soit. De ce point de vue-là, madame, un jour ou l'autre, Mwamba partira de ce MNS, emportera son savoir-faire et son éthique et son amour pour son pays, peut-être encore ici en RDC ou dans d'autres pays. Mon problème n'est pas celui-là, mais tant que je sens en âme et conscience, c'est là l'aspect éthique, que je peux faire, je fais. Et les jours où je sentirai que véritablement, il y a quelque chose d'essentiel qui m'empêche de faire, je suis assez adulte pour demander qu'on me décharge d'une fonction comme celle-là, parce qu'elle est imminente, elle est essentielle, mais il faut pouvoir faire les choses. Donc je dis ça dans toute tranquillité. Si je suis là encore, si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'en dépit de tout ça, en dépit des questions budgétaires et autres, je sens que je suis utile, je pense que je suis utile à mon pays et que je fais honneur à ceux qui m'ont donné cette charge et que donc tant que ça sera comme ça, nous continuerons à travailler. Monsieur François Mwamba, il y a eu la conférence des Grands Lacs sur les investissements en République démocratique du Congo. Quelle opportunité pour cette grande conférence ici à Kinshasa? Voilà. Vous avez reçu l'année passée M. Saïd des Nations Unies pour préparer justement cette conférence. Vous qui étiez dans les coulisses de cette organisation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui, après la conférence? Vous faites bien, madame, de mentionner que ça fait longtemps qu'on était sur le pont. Avec déjà madame Robinson, que je salue au passage. L'idée que parmi les engagements pris, il fallait à un moment donné, pas trop tard, nous appelons ça au MNS l'engagement numéro 4, promouvoir le développement et la réalisation de besoins sociaux de base en faveur de la population. Il ne fallait pas attendre trop longtemps avant d'envoyer le signal à cette population, en ce qui concerne la RDC, à ces populations, en ce qui concerne la région, que l'accord cadre n'est pas un accord que pour la paix, au sens militaire du terme, aussi économique, voilà, et la stabilité au sens militaire du terme, c'est surtout un instrument dans ce mouvement de recherche de la paix et de la stabilisation pour le bien-être des populations qui passe par l'emploi, qui passe par l'ensemble de besoins sociaux que tout le monde connaît. Était-ce une opportunité en ce moment-là, alors qu'à l'interne, il y a encore des sérieux problèmes en ce qui concerne l'emploi? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'il ne fallait pas attendre trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a des préalables qui font qu'on attend. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps, signifie aussi que on ne résout pas le problème simplement par les aspects militaires, par les aspects des sécuritaires. Il y a une dimension psychologique extrêmement importante. Quand on parle des climats des affaires, c'est pas que une histoire de la police est là et tout ça, etc. C'est aussi la volonté politique, la détermination, la mobilisation, la communication. Mais justement, vous parlez de la volonté politique. En interne, si je peux juste terminer en disant que ce qui vient de se passer le 24, notamment février dernier, est un moment extrêmement fort. Pourquoi? Parce que les ex-belligérants, on a quand même vu ici, vous me direz oui, nos joueurs sont allés au Rwanda et tout ça, etc. Ce qui était excellent. D'ailleurs, on a gagné le tournoi, ce qui n'est pas rien. Ça nous réconcilie avec un certain passé. Vous savez que les léopards dont on parle ont déjà gagné la CAN, pas la CHAN, mais la CAN au moins à 2 reprises. Bon, mais que le Premier ministre du Rwanda soit venu à Kinshasa, parce que, vous savez, tous les problèmes qui sont passés par le passé, ne se passaient pas au Rwanda. Non, c'est pas au Rwanda qu'il y avait la guerre. C'était en RDC. Voilà, c'était en RDC. Mais qu'il ait été possible que des autorités ougandaises viennent, que les membres du gouvernement, des décideurs importants, à la fois du monde économique, mais surtout, monsieur le Premier ministre du Rwanda, viennent à Kinshasa, rien que cela indique que nous sommes non seulement en train de mettre en œuvre ce qui avait été signé, qu'il y a des véritables progrès, mais que petit à petit nous nous approchons de là où nous voulions aller, là où le président de la République, en signant, souhaitait amener notre pays, c'est-à-dire un espace où on cesse de parler de viols, on cesse de parler de tueries et de présence
de forces négatives et que l'on y parle développement, qu'on y parle croissance, qu'on donne l'envie et l'espérance à notre jeunesse et j'allais dire à nos mamans et à nos sœurs et à nos filles qui se battent avec beaucoup de détermination pour non seulement exister en tant qu'opératrices aux côtés des hommes, mais participer à la prise de décision. Tout cela, c'est dans l'accord cadre. Et si, avec ce qui vient de se passer, les signaux est entendu, je pense qu'il y aura un avant Kinshasa et un après Kinshasa. Mais parce que la population se pose la question de savoir pourquoi l'opportunité d'une telle conférence, appeler les investisseurs ici en RDC et dans la région des Grands Lacs, alors qu'en interne, nous avons encore de sérieux problèmes. L'indicateur humain place encore la RDC parmi les pays pauvres. Nous avons encore beaucoup de problèmes en interne. Le chômage, il n'y a pas d'emploi pour la jeunesse, il y a encore des problèmes de santé, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes d'électricité, problèmes d'eau, tout ceci qu'il n'y ait pas de résolution à tous ces problèmes et vous faites venir d'autres investisseurs. C'est pour qu'ils viennent faire quoi? Et même les sociétés qui sont déjà en RDC, les investisseurs qui sont déjà en République démocratique du Congo, pour s'accommoder au système de l'OADA, il y a encore un réel problème à cela, avec les investisseurs, les autres entreprises qui sont ici. Mais il y a aussi un problème de contrôle de ces sociétés qui sont en République démocratique du Congo. Alors, ces problèmes ne sont pas encore résolus. Quelle opportunité pour cette grande conférence? Voilà encore cette problématique à ce sujet. Madame Jenny, je vais me servir des éléments que vous avez évoqués, qui sont tous à la fois valables et justifiés. Je vais en prendre juste deux pour pouvoir répondre à la question et tout en permettant donc à ceux qui nous suivent de véritablement toucher du doigt l'aspect quelle opportunité. Vous avez parlé de l'électricité. C'est quoi le problème de l'électricité en RDC? C'est d'abord un problème d'équipement. Nous avons Inga, peu de gens savent que depuis l'époque Mobutu, sur les 14, je crois que ce sont des turbines, qui ont été commandées à l'époque. Ouais. Il y en a 4 qui n'ont jamais marché. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et peu de gens savent qu'aujourd'hui encore, il est rare, sur les 10 qui restent, qu'il y en ait 5 qui fonctionnent en même temps. Non, donc vous avez là un problème qui nécessite un financement. Avons-nous cet argent à mettre sur la table? La réponse est non. Et qu'est-ce qui s'est passé le 24 février? On a fait venir des investisseurs privés potentiels à qui, entre autres choses, nous avons soumis notre dossier Inga. Là, j'en parlais dans la dimension de fourniture de besoins sociaux de base au sens de la RDC. Mais pour nous, Inga représente bien davantage parce que si nous passons à Inga 3, en ayant, je l'espère, résolu les problèmes que j'ai indiqués tout à l'heure, qui sont des problèmes immédiats, nous pourrions même avoir assez d'argent pour pouvoir financer les autres besoins. Et donc, voilà, vous parliez d'opportunités, l'une des raisons majeures pour laquelle il fallait que ces gens viennent chez nous. Ils ne sont pas venus chez nous pour nous prendre le pain ou le kwanga de la bouche. Mais il y a des intérêts, c'est une question d'intérêt. Voilà, ils sont venus pour nous écouter et voir dans quelle mesure, eux, qui amènent l'argent, nous qui avons de besoins et des matières premières et tout ça, etc., nous pourrions ensemble faire en sorte que nos populations trouvent des réponses par rapport à la fourniture d'électricité, par exemple, et que eux, en se mettant là-dedans, puissent rentabiliser leurs capitaux et toucher quelque chose en termes de bénéfices. Voilà de quoi il s'est agi. Et ceci, c'est pas simplement pour Inga, c'est dans l'agriculture. Vous voulez parler de gros bénéfices? Pardon? Vous voulez parler de gros bénéfices? Sachons raison garder. En RDC, je ne dis pas que c'est un défaut, mais ici, on s'est toujours habitué à l'État. Biloko à l'État, tout ça, etc. La moindre chose, le moindre problème, c'est l'État qui doit répondre. Regardez le pays qui avance réellement. Je pourrais faire une comparaison rapide, par exemple, avec le Kenya. Chez nous, c'est 80% État. Chez eux, c'est 80% privé. Il faut faire très attention à ça. Les gens qui viennent investir ne sont pas des voleurs. Et vous n'allez quand même pas demander à quelqu'un qui met son argent de ne pas se retrouver, l'expression est congolaise,
Mais c'est aussi quand on signe mal les contrats. Il faut qu'il y ait des règles, par ailleurs, d'encadrement qui fassent que... J'espère qu'il y aura des bons contrats bien signés. Ça soit du gagnant-gagnant, toute proportion gardée, puisque sinon ça devient léonin, ça devient tout autre chose. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là. Et j'ai terminé simplement par le second aspect par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Jenny, c'est que sont venus ici des gens qui, par ailleurs, appartiennent à des aires économiques différentes. Les gens de la SADC étaient là, le CIRGL en tant que tel était là, mais vous avez les gens de l'Est de l'Afrique et tout ça, etc. Toutes ces aires, toutes ces zones économiques ont vocation, au moins dans un premier mouvement, dans un premier temps, à pouvoir harmoniser les règles, notamment ce qui concerne la circulation des personnes, la circulation des capitaux, la circulation de biens, de manière à créer une réelle dynamique, puisque finalement, cette différenciation, le fait d'appartenir à des structures aussi variées, peut effectivement, et vous avez raison de le suggérer dans votre question, devenir un frein. Et ce que nous voulons ici, c'est dans cet espace libéral, au sens de circulation de personnes, de biens et des capitaux, créer les conditions à partir desquelles les gens ont envie d'investir. Et je vous assure, ce sont ces privés qui, en investissant, créent des entreprises, donnent du travail à notre jeunesse. Rien de tel, nous sommes tous passés par là. À 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, tu sors d'une grande école, tu t'es investi, tu as un diplôme, et la seule chose qui t'est offerte comme perspective, c'est d'être un wewa. C'est pas seulement de la frustration, moi je n'en ris pas, madame. Il n'y a pas de ce n'est pas simplement de la frustration, c'est là où on crée des situations de radicalisation d'une jeunesse qui ne peut plus rien entendre et qui croit, à tort, mais qui croit que c'est par la violence qu'il va pouvoir régler un tel problème. C'est de la responsabilité des États, et on a signé un accord cadre tout en prenant en compte le fait que tout n'est pas fait, tout n'a pas été jusqu'à présent parfait, notamment en ce qui concerne la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. Je le disais moi-même tout à l'heure, sur l'ensemble du territoire, il faut, là aussi, ne pas trop attendre avant, d'une manière volontariste, même si toutes les conditions ne sont pas réunies, indiquer à la population, l'accord cadre, c'est aussi vous, par rapport à votre vécu au quotidien, que ce soit en termes de l'éducation, en termes de la santé, en termes d'électricité, eau, etc., etc. Ce n'était qu'un signal. Une hirondelle ne fait pas le printemps, en disent les Français. Ce n'était qu'un signal. Il faut espérer maintenant que nous puissions bâtir sur cet élan et faire en sorte effectivement que nous puissions rencontrer ces préoccupations de nos populations. Et merci, madame, de votre invitation, puisque ce que nous faisons comme exercice procède aussi de cela, de manière à ce que les gens sachent. C'est difficile, c'est compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, même si effectivement le plus important maintenant pour nous, c'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qui reste à faire. Merci, Monsieur François Mwamba, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc à tous nos chers téléspectateurs que je venais donc de m'entretenir avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi en République démocratique du Congo, Monsieur François Mwamba. Avec lui sur ce plateau, nous avons parlé de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la grande conférence des Grands Lacs sur les investissements en République démocratique du Congo.